Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, Institut Pasteur, Conservatoire national des arts et métiers, membre du conseil scientifique. Je sais aussi que vous adorez le sport, surtout le tennis, mais un peu le football. Alors Maradona ou Pelé ? Ah, moi, plus Pelé, parce que finalement, c'était mon enfance. Je me souviens des Coupes du Monde, au Brésil notamment, avec les... 1958 Et alors là, j'étais pas né, mais Après, oui, vous n'étiez pas né. d'avoir vu toutes ces images de Pelé dans mon enfance, ça m'a marqué. 1970. Et quel joueur incroyable. Alors après, Maradona, oui, j'ai un peu suivi. Et tous ces sportifs qui ont un talent inouï, parce que c'est ça qui les sort un petit peu du lot des autres, qui quelquefois paraissent un peu besogneux. C'est effectivement impressionnant pour moi qui suis un sportif besogneux, je tiens à le dire. Bien, mais professeur Fontanet, puisqu'on parle de sport, restons-y. Quand est-ce que les stades, dans le football professionnel, dans le rugby ou dans d'autres sports, quand est-ce que les stades pourront accueillir du public ? Alors, à quelles conditions ? On peut regarder de deux façons cette question. Il y en a une qui est, de façon assez... comptable, finalement, on est capable de mesurer la circulation du virus dans le pays et de se dire qu'à un moment où la circulation deviendrait très faible, il devient possible à nouveau de réouvrir les stades, alors peut-être avec des précautions, pas d'emblée revenir à ce qu'on a connu avant l'arrivée de cette épidémie, mais ça pourrait être une façon de utiliser cet indicateur pour décider de on réouvre. Il y a une autre façon qui est de se dire on va avoir en 2021 des outils qui vont nous permettre de vraiment freiner la circulation du virus. Et évidemment, je suis en train de penser au vaccin. Au vaccin. Et si la population se vaccine en nombre suffisant, donc, on va naturellement freiner la circulation du virus et permettre un retour à une vie sanitaire normale. Pour entrer dans un stade. Alors, je vais revenir sur les vaccins et sur cette idée de passeport sanitaire, professeur Fontanet. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais. Mais vous me direz tout à l'heure ce que vous pensez de ce débat, parce qu'il est ouvert notamment en Australie. Je vais vous en parler. Mais il y a une question qui était ma première question, puis j'ai appris la mort de Maradona, mais qui était ma première question, à laquelle nous pensons tous. Jusqu'à quand allons-nous devoir porter un masque ? C'est un peu la même réponse que celle que je viens de vous faire. Ça sera ce qu'il faut, franchement, c'est qu'on arrive à faire redescendre le nombre de nouvelles infections à quelques centaines par jour. Mais là, je ne veux pas m'avancer sur un chiffre précis pour qu'on sache que le virus ne circule quasiment plus. Et qu'on commence vraiment à lever un certain nombre de mesures. Quelles sont les mesures qui vont être levées en premier ? Je ne peux pas encore vous le dire. Ça dépendra un petit peu de la nature des foyers, par exemple, qui se déclareront, etc. Et on sait que dans ces moments où finalement le virus circule très peu, c'est là où il faut être vigilant. Dans le marathon, c'est ce qu'on appelle the last mile. C'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Et je ne dis pas que c'est à ces moments-là qu'on pourra nécessairement tout relâcher, mais clairement, il y a des mesures qui vont être retirées les unes après les autres. Moi, j'ai quand même assez bon espoir pour 2021. Je vais vous dire les choses très simplement. Parce que je crois qu'on va changer de modèle face à cette épidémie. Cette épidémie, jusqu'à présent, on l'a subie. On a subi la première vague, on a subi la deuxième vague. On va enfin pouvoir devenir acteur et la contrôler parce qu'on va avoir les moyens en 2021. Grâce au vaccin, notamment. Mais il faut jouer le jeu. Est-ce que vous avez une date ? Est-ce qu'à l'automne 2021, on peut estimer qu'on reviendra à une vie normale ? Alors, je vais vous faire une série de si. Oui. Mais vous avez bon espoir, je crois. J'ai bon espoir. Mais les si, je vais vous les donner. On a des vaccins dont on vient d'avoir les premiers résultats. Et ces premiers résultats sont très encourageants. On a donc, vous l'avez appris, pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca a un dosage particulier, des efficacités de 90% qu'on n'espérait pas au vu des résultats de ce qu'on appelle les phases 2, qui était le moment où on avait injecté ces vaccins et mesuré la réponse immunitaire chez les personnes qui avaient été injectées avec ces vaccins. On va donc se retrouver dans une situation où maintenant, d'abord, on va avoir plusieurs vaccins, ce qui est très important, parce que ça va permettre une production plus importante et donc un accès plus facile à ces vaccins. Les conditions qui sont évidemment nécessaires vont être d'abord que les résultats qui ont été communiqués soient confirmés par des publications scientifiques, des rapports très détaillés, parce que pour l'instant, on a eu des communiqués de presse. Les communiqués de presse, ils ont des vertus que vous connaissez vis-à-vis de la bourse, etc., qui font qu'on reste quand même un peu méfiant. Donc,
vérifions sur le papier, de façon détaillée, que ce qui a été annoncé correspond effectivement à ce qui s'est passé. 2, il faut s'assurer que ces vaccins, qui pourraient donc protéger jusqu'à 90% contre l'infection, protègent contre l'infection ou contre le risque de faire des formes graves de la maladie. C'est pas la même chose. Oui, si ça protège contre l'infection, vous bloquez la circulation du virus. Si vous protégez contre les formes graves, et c'est ce qui semble être le cas, vous allez éviter aux personnes à risque de faire des formes graves, d'être hospitalisées, voire de décéder, mais vous n'empêcherez pas la circulation du virus, et la stratégie de contrôle en dépendra. Ensuite, il faut voir combien de temps va durer l'immunité qui est acquise après le vaccin. On ne le sait pas, on a peu de recul. Les choses sont allées tellement vite qu'on n'a pas pu voir combien de temps ça allait durer. Ensuite, il faut voir si ce vaccin va marcher chez les personnes de plus de 65 ans, parce que c'est celles qui sont les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. Et on sait que les vaccins marchent souvent moins bien chez les personnes âgées. Et je terminerai avec ça. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'effets indésirables graves, ou que s'il y a des effets indésirables graves, ils restent exceptionnels. Parce que ce qu'il faut, c'est gagner la confiance des Français et des personnes dans le monde entier pour qu'ils se fassent vacciner. Bien, j'ai des questions. Je vais développer tout cela, professeur Fontanet. Mais question, est-ce que vous pensez qu'à l'automne 2021, nous vivrons, si toutes ces conditions sont remplies, est-ce qu'à l'automne 2021, nous retrouverons une vie normale ? Alors je dirais, si je sais que vous êtes optimiste. Si on arrive à vacciner, je vais donner un chiffre comme ça, oui. 80-90% des Français, parce qu'il faut quand même tenir compte que ces vaccins ne sont pas 100% efficaces, on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale. À l'automne 21 seulement. À l'automne 21 seulement, et 80-90% des Français, c'est un objectif extrêmement ambitieux compte tenu de la défiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis des vaccins. Alors je vais vous poser des questions basiques que tout le monde se pose. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade ? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il va y avoir des gens vaccinés qui vont tomber malades. Oui. Pour certains d'entre eux, peut-être même mourir de la maladie. Oui. La protection n'est que de 90%. Et tout de suite, ça va faire les premières pages des journaux. On va nous dire, regardez, cette personne a été vaccinée, elle est tombée malade, elle est décédée, le vaccin ne marche pas. Non, le vaccin marche, il diminue de 90%, il ne diminue pas de 100%. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus ? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus. On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Oui. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Les réponses immunitaires telles qu'elles ont été mesurées jusqu'à présent en phase 2 ont l'air d'être robustes. On peut, par analogie avec des autres vaccins, penser que ça va être au moins 1 an. L'idéal, finalement, ce serait qu'on retrouve, enfin quand je dis l'idéal, un des scénarios plausibles serait qu'on se retrouve dans la situation de celui du vaccin de la grippe, où vous avez un vaccin qu'il faut répéter régulièrement, pour d'autres raisons avec la grippe, parce que le virus de la grippe change un petit peu chaque année. Mais admettons que cette fois-ci, ce soit parce que l'immunité ne soit pas pérenne sur la durée. Oui. Donc, on aurait une population qu'on appelle des gens fragiles, qui sont à peu près les mêmes que pour ceux de la grippe d'ailleurs. Et cette population serait revaccinée tous les ans contre le coronavirus. C'est un scénario plausible. Et ça empêcherait le virus de circuler. Alors, ce virus pourrait muter. Il pourrait muter pour échapper au vaccin. Alors, il pourrait muter pour échapper. Alors, il mute par accident, mais il se pourrait qu'une mutation aléatoire le rende effectivement, je ne dis pas résistant au vaccin, mais en tout cas suffisamment différent pour que le vaccin marche moins bien. C'est possible. Pour l'instant, ce virus a muté peu, moins que ce qu'on attendait. C'est 2 mutations par mois. Un virus de ce type, on s'attendait à ce qu'il soit quand même plus... quand il arrive en espèce humaine, il aurait dû changer un peu plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. On a aujourd'hui... Il a peu changé, donc. Il a peu changé. On a aujourd'hui un système de surveillance des séquences du virus dans le monde qui est absolument unique.
parce qu'on est capable de séquencer les virus beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 10 ans, et que tout ça est partagé sur une base de données commune qui permet de suivre en temps réel les mutations de ce virus dans le monde entier. Donc peut-être il faudra adapter les vaccins à des mutations. Si je vous écoute bien, il va falloir vacciner obligatoirement, j'emploie le mot obligatoirement, le personnel des EHPAD par exemple, ou les personnes les plus fragiles. Alors, vous avez bien compris que la vaccination ne serait pas obligatoire, c'est ce que le président de la République a annoncé. Généralement obligatoire. Mais ce qui est très important, c'est qu'on arrive effectivement à des taux de couverture vaccinale très élevés, si on veut le retour à la vie normale. C'est l'enjeu. Oui. On peut décider autrement. Vous avez promis ça pour l'automne 2021. Mais on va suivre, on va suivre. Ah, ça, je suis pas sûr. J'espère. Oui. Et c'est l'enjeu. Tout l'enjeu est là, en fait. L'enjeu, il est à deux niveaux, et je vais vous expliquer pourquoi. L'enjeu, il est au niveau individuel, il est au niveau collectif. Oui. Au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle un bénéfice-risque à se faire vacciner. Et si vous avez plus de 65 ans, si vous avez des comorbidités qui font que si vous étiez infecté par ce nouveau coronavirus, vous êtes à risque de complications. Votre bénéfice-risque, il est évident. Vous allez vous faire vacciner parce que vous serez protégé d'une maladie qui, si vous étiez infecté, a un risque de hospitalisation et de décès qui est très élevé. Vous faites votre calcul, les effets indésirables sont très rares, je me fais vacciner. Ce qui va être plus dur, c'est de convaincre de vacciner les gens qui eux-mêmes, plus jeunes par exemple, les jeunes, se disent quel est mon bénéfice à me faire vacciner. Si je suis infecté, mon risque de complication est très peu élevé. Et puis, il va y avoir des effets indésirables, y compris des effets indésirables graves. Il y aura des effets indésirables. Il y a toujours des effets indésirables. Et les fameux adjuvants alors, tout le monde a peur. Oui, mais là, ils n'ont pas nécessairement plus... Enfin, c'est pas à cause des adjuvants qu'on a nécessairement des effets indésirables graves. Mais tout vaccin comporte un risque d'effets indésirables graves. Le problème, c'est que ces effets sont très rares. Si je prends par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, vous savez, c'est ces paralysies périphériques qui font que vous ne pouvez plus bouger, à la fin vous avez du mal à respirer, la moitié des gens vont en réanimation, 5% décèdent. C'est un effet indésirable grave. Il est estimé, après le vaccin de la grippe, 1 pour 100 000. Si vous vaccinez 50 millions de Français, vous allez avoir 500 Guillain-Barré associés à ce vaccin, qui vont faire la une des journaux une fois de plus. Effet loupe. Vous allez dire, ça y est, 500 personnes ont fait un syndrome de Guillain-Barré alors qu'ils ont, à cause du vaccin. Donc, mais, c'est là que c'est important. Alors, l'important, c'est que si vous laissez 50 millions de personnes non vaccinées, vous en aurez 25 millions qui vont faire l'infection par ce nouveau coronavirus. Et à un taux de 5 pour 1000, ça vous fait 250 000 morts. Donc vous avez 500 Guillain-Barré, dont 5% vont mourir, 250 000 morts. Et c'est ça le bénéfice-risque. Pour des gens qui sont jeunes et qui ont très peu de risques, une fois de plus, les effets indésirables graves, et je préfère dire qu'il va y en avoir, parce que quand il y en aura et qu'ils seront annoncés, c'est quelque chose qui est assumé. Encore que pour l'instant, il n'y en a pas eu. 40 000 personnes ont été vaccinées avec les vaccins de Pfizer et Moderna sans avoir fait d'effets indésirables graves. Mais là, je parle de quelque chose de 1 pour 100 000. Donc, c'est des choses qui vont arriver, qu'on assume, mais c'est parce qu'on aura atteint cette immunité collective, c'est parce que tout le monde se sera fait vacciner que l'on pourra revenir à la vie normale. Donc pour les jeunes qui se posent la question pour eux, c'est est-ce que j'assume ce risque qui est très faible, mais parce que je veux revenir à une vie normale. Je comprends. Je veux réouvrir les bars, les restaurants, les stades et reprendre ma vie d'avant. Et c'est ça l'enjeu, un risque individuel pour les personnes qui ont des complications, une immunité collective qui nous permet de revenir à la vie normale pour l'ensemble de la population, y compris ceux qui auraient un risque très faible de faire une complication de ce nouveau coronavirus. Alors je rappelle, professeur Fontenay, que vous êtes membre du Conseil scientifique. J'ai une question aussi que beaucoup se posent et beaucoup hésitent à se faire vacciner tout de suite. Pourquoi ? Parce que certains se disent les premières personnes vaccinées seront des cobayes. Est-ce que les premières personnes vaccinées seront des cobayes ? Alors, des cobayes, dans ce sens-là, il y en a déjà eu 40 000 pour les vaccins avec ARN messager. C'est la première fois qu'on utilise ce type de vaccin. Pour l'instant, sur ces 40 000, il n'y a pas eu d'effet indésirable grave. Ils ont fait ce qu'on fait après des vaccins, c'est-à-dire vous avez une petite douleur, une petite tuméfaction, un peu de frisson, un peu de fièvre. Ils l'ont eu de façon modérée, typique pour un vaccin. Donc les premières personnes à se faire vacciner ne seront pas les premiers cobayes. Il y a déjà eu, j'aime pas beaucoup ce terme dans ce contexte, puisque ce sont des volontaires qui participent à ces bien essais. sûr, mais non, on aura déjà du recul. Ceci dit, je suis d'accord avec vous, par rapport à un vaccin, pour être tranquille par rapport à ces fameuses complications dont je vous parlais, ce syndrome de Guillain-Barré, il faut attendre 2 mois. Donc, ces gens-là auront été vaccinés, ont reçu leur deuxième dose mi-novembre. À la mi-janvier, on aura eu les 2 mois de recul et on saura à ce moment-là s'il y a ce type d'effet qui, une fois de plus, reste
rare. J'en parle parce que ça va arriver, et quand ça fera la première page des journaux, c'est important qu'on puisse dire on le savait. Mais c'est quelque chose qui est rare, et en mi-janvier, on saura quelle est la fréquence de ce type d'essai. Est-ce que certains vaccins pourront être moins efficaces sur certaines personnes? Sans doute, sans doute. Alors, on va avoir plusieurs vaccins, et ça va être une difficulté. Et oui, on a déjà 3 vaccins. On en aura probablement 4 plus. avec le russe. On en aura probablement plus. On en aura plus. Mais ça, c'est de la bonne... Comment choisir tel ou tel vaccin? Est-ce qu'on choisira tel ou tel vaccin, professeur? Alors, la question, c'était... oui. C'était important que l'on se positionne sur plusieurs vaccins parce qu'on ne savait pas lequel allait marcher. Oui. Donc la Commission européenne avait fait à l'avance des accords avec 7 compagnies. En se disant, s'il n'y en a qu'un seul qui marche, autant qu'on ait un accord avec cette compagnie. Il se trouve qu'il y en a plusieurs qui marchent. Oui. Et du coup, on se retrouve à gérer un peu l'abondance. Exactement. Donc, on va devoir choisir entre plusieurs vaccins, mais ça, c'est de la bonne gouvernance que d'avoir dit on préfère être prêt pour en avoir plusieurs, au moins un en tout cas. Et ces vaccins pourraient, et c'est là où on apprendra par exemple, qu'il y en a, peut-être que celui d'AstraZeneca, c'est écrit entre les lignes, protégerait contre l'infection. Tandis que ceux de Pfizer et Moderna protègent contre les complications graves. Donc peut-être qu'on pourra se dire, les gens à risque de complications graves. AstraZeneca qui sera beaucoup moins cher d'ailleurs. Hein. Qui sera beaucoup moins cher. Alors ils ont tous des qualités et des défauts, ces vaccins. Bien sûr, bien sûr. Et certaines seront la conservation, comme vous faites référence avec AstraZeneca versus Pfizer Moderna. Il y aura le coût, beaucoup moins cher pour AstraZeneca. Et puis il y aura peut-être, je protège contre l'infection, je protège contre les formes graves, et des populations différentes qui pourraient en bénéficier. Bien, mais c'est passionnant. Hein. On vous écouterait des heures. C'est passionnant sur les vaccins. Il va falloir revenir d'ailleurs pour nous parler de cela et pour détailler, parce que nous allons être tous confrontés à ces questions. Hein. Est-ce que je vais me faire vacciner? Quand vais-je me faire vacciner? Avec quel vaccin? Et par qui? Alors là, on pense aux infirmiers, on pense aux pharmaciens, on pense aux médecins généralistes qui devront être en première ligne pour vacciner. Alors les personnels soignants font partie des populations qui très vraisemblablement vont être prioritaires. Ça fait 2 millions de personnes en France. Mais qui nous vaccineront aussi. Et puis qui nous vaccineront. Alors là, je ne sais absolument pas comment ça va être organisé. Bien sûr, mais moi non plus. C'est en train de se réfléchir. Bon. Et rappelons quand même que pour la grippe, on vient de vacciner 12 millions de personnes. Oui. 12 millions quand même. Oui. Alors là, il y aura 2 doses. Ça va être un peu plus compliqué. Oui. Et puis, il va y avoir les problèmes des congélateurs. Mais c'est pas non plus insurmontable, mais ça demandera beaucoup de préparation. Alors, le passeport sanitaire, très vite, l'Australie réfléchit, c'est-à-dire que pour entrer en Australie, peut-être faudra-t-il être vacciné. Pour, je ne sais pas, pour aller au restaurant, peut-être faudra-t-il être vacciné. Pour voyager dans le monde, peut-être faudra-t-il être vacciné. Vous êtes favorable à ces passeports sanitaires? Non, je ne suis pas favorable. L'Australie est dans une situation très particulière. C'est une île, ils ont réussi à complètement éliminer la circulation du virus. Et ils veulent s'en protéger au maximum. J'y suis pas favorable parce que, 1, ça va être très compliqué. 2, vous allez avoir des faux passeports sanitaires qui vont se créer à gauche et à droite. 3, on crée un précédent qui est quand même grave parce que on est en train de se dire, d'accord, passeport sanitaire pour la Covid, mais pourquoi pas passeport sanitaire pour le VIH? Pourquoi pas passeport sanitaire pour etc., etc. Vous voyez un peu le précédent qu'on est en train de créer. Donc, à titre personnel, j'y suis pas favorable. Et à titre personnel, on ne sait pas encore. Personnel, bon. Et puis j'ai une dernière question sur l'isolement, sur l'isolement des personnes qui ont contracté le virus, qui sont infectées. Vous avez vu que le débat est ouvert par le président de la République. Il a été ouvert dans d'autres pays bien avant nous. Ces personnes pourraient être contraintes à rester chez elles. Et si elles sortent, amende. Vous êtes favorable aussi? Est-ce qu'il faut les contraindre? Il y a des pays qui l'ont fait. Oui, bien sûr. Et même des pays proches de nous. Bien sûr, en Espagne, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, l'isolement, c'est extrêmement important. Là où, jusqu'à présent, dans la maîtrise de cette épidémie, on a échoué, c'est l'isolement. On n'a aucun indicateur pour nous dire si les personnes s'isolent aujourd'hui. Or, c'est capital dans le contrôle d'une épidémie. Maintenant, comment est-ce qu'on assure l'isolement? Pour moi, c'est quand même beaucoup plus dans l'accompagnement. Si les gens ne s'isolent pas, c'est que ils ont besoin de sortir pour aller travailler, ils ont des raisons personnelles. Et c'est ça qu'il faut vraiment traiter de façon urgente, de rendre l'isolement possible pour ces personnes, plutôt que le contraindre par l'interdiction, parce que ce qui va se passer... Vous n'êtes pas favorable aux amendes? Non, mais ce qui va se passer très simplement, c'est que si vous savez que vous êtes positif et que du coup c'est un isolement obligatoire avec des amendes, eh ben vous n'irez pas vous faire tester quand vous avez des symptômes. Donc vous n'y êtes pas favorable? Je pense que c'est un mauvais calcul, parce que les gens qui auront des symptômes n'iront pas se faire tester s'ils savent que derrière, à la clé, il y a un isolement obligatoire. Il faut accompagner l'isolement. Bien, merci professeur Arnaud Fontanet d'être venu nous voir ce matin. Vous reviendrez parce que vous êtes toujours passionnant et nous avons besoin de savoir. Merci beaucoup. RMC, BFM TV, il est 8h53.